Les assiettes en porcelaine semblaient froides dans mes mains alors que je les disposais autour de la table de salle à manger de mes parents. La porcelaine de mariage de ma grand-mère, les belles choses, qui ne sortaient que pour le dîner de Noël quand nous avions des invités. Il y avait 24 couverts cette année, la famille élargie, les amis les plus proches de mes parents et plusieurs collègues du cabinet d'architecture de mon père. Je dressais les tables lors des réunions de famille depuis que j'avais 12 ans. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Sophie, chérie, assure-toi que les marchands aient des places près de nous, a appelé ma mère depuis la cuisine, où elle arrosait la dinde pour la 3e fois. Arthur vient de devenir associé dans son cabinet. Nous voulons tout savoir à ce sujet. Bien sûr, maman. Et place-toi près de la porte de la cuisine. Tu devras te lever pour les resservir et autre chose de ce genre. Naturellement. Mon frère, Nicolas, est passé en coup de vent, son eau de Cologne annonçant son arrivée avant sa voix. Toujours en train de jouer les servantes, je vois. Certaines choses ne changent jamais. Il a ajusté sa Rolex, un cadeau provenant de sa prime de banque d'investissement, et s'est dirigé vers le salon où mon père tenait salon. J'ai placé la dernière fourchette et j'ai reculé pour contempler mon travail. Parfait, comme toujours. 24 couverts, des verres à vin en cristal captant la lumière du lustre, et des centres de table en feuillage persistant avec du ruban doré. Ma mère s'était surpassée cette année, et j'avais été son assistante pour tout cela, les courses, la décoration, la cuisine, le ménage. Comme toujours, voilà ma Sophie, la voix de mon père a tonné alors que j'entrais dans le salon avec un plateau d'apéritifs. Travaillant dur comme d'habitude. Elle a toujours été d'une telle aide à la maison. Son collègue, François Morel, a accepté un champignon farci. Je pensais qu'elle vivait à Paris maintenant. Elle revient toujours pour aider lors des dîners. La famille, c'est la famille, a dit mon père avec un geste magnanime. Sophie sait que nous pouvons toujours compter sur elle. Pas comme ces jeunes d'aujourd'hui qui sont trop occupés pour leurs parents. Que fait Sophie déjà, a demandé la femme de François. Je me souviens que vous aviez mentionné quelque chose à propos d'un emploi de bureau. Assistante de bureau, a dit ma mère, apparaissant avec un autre plateau. Dans un cabinet de conseil en centre-ville. Travail administratif, planification, ce genre de choses. Un emploi stable, cela paie les factures. Elle m'a souri avec ce qu'elle pensait probablement être des encouragements. Tout le monde ne peut pas être un ambitieux comme Nicolas. Nicolas, qui venait d'entrer, a souri. Et, il faut bien que quelqu'un fasse tourner les rouages du commerce, n'est-ce pas? Il n'y a pas de honte à faire partie du personnel de soutien. Exactement, mon père m'a tapé sur l'épaule. La colonne vertébrale de toute organisation. Où seraient les cadres sans leurs assistants? J'ai souri poliment et je me suis retiré dans la cuisine. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était probablement mon assistant, Mathieu, avec des mises à jour sur les négociations de Tokyo. Je lui avais dit de ne pas me déranger à moins que ce ne soit urgent, mais l'accord Tanaka entrait dans sa phase finale. Par l'embrasure de la porte, je pouvais entendre d'autres invités arriver. Tante Claire et oncle Jean avec leurs jumeaux. Les marchands. Arthur dans son nouveau costume de luxe sur mesure, sa femme rayonnante d'un succès par procuration. Les Dubois, de vieux amis de la famille qui m'avaient vu grandir. Sophie est là. Tante Claire m'a repéré et m'a attiré dans une étreinte qui sentait le parfum coûteux. Regarde-toi, toujours aussi gentille, et dans ta mère. Pas trop occupée par ton petit travail. Jamais trop occupée pour la famille, ai-je répondu automatiquement. C'est notre Sophie, a dit mon père fièrement. Elle fait toujours passer la famille en premier. Elle ne grimpe pas les échelons de l'entreprise en marchant sur les gens pour avancer. Juste un travail honnête pour un salaire honnête. Oncle Jean m'a serré l'épaule. Rien de mal à cela. Le monde a besoin d'employés de bureau. Nous ne pouvons pas tous être des chefs, n'est-ce pas? C'est vrai, ai-je acquiescé, m'excusant pour aller vérifier la dinde. Ma mère m'a suivi dans la cuisine, le visage légèrement rougi par l'attention et le vin qu'elle avait déjà commencé à boire. Chérie, je sais que tu te sens probablement éclipsée par Nicolas parfois, mais tu ne devrais pas. Il y a de la dignité dans ce que tu fais. Tu es fiable, constante, ce sont de bonnes qualités. Merci, maman. Et qui sait? Peut-être que tu progresseras jusqu'au poste de gestionnaire de bureau un jour, ou d'assistante de direction. Ces postes peuvent être tout à fait respectables.
Elle m'a tapoté la joue. Continue simplement à te présenter. Continue à faire du bon travail. C'est ce qui compte. J'ai hoché la tête et j'ai commencé à préparer les plats de service. Le dîner a été annoncé à 19 heures précises. Tout le monde a trouvé sa place, les marchands près de mes parents comme demandé, oncle Jean à l'autre bout avec tante Claire, Nicolas placé stratégiquement entre deux des clients les plus riches de papa, prêt à réseauter, et moi, juste à côté de la porte de la cuisine. Parfaitement placé pour bondir dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose. Avant de manger, a dit mon père, debout, son verre de vin levé, je veux dire à quel point je suis reconnaissant pour la famille, pour les amis et pour une autre année couronnée de succès. Mon cabinet a achevé 3 projets majeurs. Nicolas, ici présent, vient de recevoir sa prime de fin d'année. Il a marqué une pause pour les murmures de félicitations. Et même Sophie a conservé un emploi stable. En ces temps incertains, nous comptons nos bénédictions, petites et grandes. À la famille. À la famille, a répété tout le monde en chœur. Le repas s'est déroulé au fil des plats. Je me suis levé 17 fois, pour remplir les verres de vin, apporter du pain frais, débarrasser les assiettes, aller chercher des ustensiles de service oubliés. Ma mère continuait de capter mon regard et de hocher la tête en signe d'approbation. C'était mon rôle. C'était ce pourquoi j'étais doué. Sophie a toujours été d'une telle aide, a dit Madame Marchand pendant le plat principal. Je me souviens d'elle organisant des ventes de pâtisserie au collège. Très administrative. Elle a un don pour les détails, a convenu ma mère. C'est parfait pour son domaine de travail. Nicolas, après 3 verres de vin, a décidé d'être généreux. Et, être assistante n'est pas facile. Ma patronne dirige littéralement sa vie. C'est un travail important. Il a levé son verre vers moi. Au héros méconnu du monde de l'entreprise. Des applaudissements polis. Des sourires compatissants. Tout le monde était si gentil envers celle qui n'avait pas réussi dans la famille. J'ai souri et j'ai bu une gorgée d'eau. J'ai entendu parler d'un programme de promotion dans l'un des grands cabinets, a dit Arthur Marchand, essayant d'être utile. Ils prennent du personnel administratif et les forment pour des postes d'analyste. Peut-être que quelque chose comme cela pourrait t'aider à progresser, Sophie. C'est attentionné, ai-je dit. Je garderai cela à l'esprit. Elle est probablement à l'aise là où elle est intervenu mon père. Tout le monde ne veut pas du stress de la gestion, n'est-ce pas, chérie? Tu n'as jamais été particulièrement ambitieuse. J'ai mes objectifs, papa. Bien sûr, bien sûr. Des objectifs réalistes. C'est sage. Il s'est tourné de nouveau vers Arthur. Maintenant, au sujet de ce projet de développement que vous avez mentionné. La conversation coulait autour de moi, victoire d'entreprise, retour sur investissement, maison de vacances, décision concernant les écoles privées. Nicolas discourait sur la crypto-monnaie. Arthur expliquait son parcours vers le statut d'associé. Même le fils des Dubois, âgé de seulement 25 ans, lançait sa propre start-up. Et je restais assise près de la porte de la cuisine, prête à aller chercher le dessert. Café ou thé, ai-je demandé en commençant à débarrasser les assiettes du dîner. Oncle Jean a levé les yeux de son téléphone, qu'il consultait par intermittence. En fait, Sophie, avant le dessert, je dois te demander quelque chose. Bien sûr, oncle Jean. Il a brandi son téléphone, l'écran tourné à l'opposé de moi. J'ai reçu une alerte de notification. L'édition du soir des Échos vient de paraître en ligne. Ils font ce truc où les articles majeurs sont publiés avant que la version imprimée n'arrive sur les pas de porte. Il avait l'air confus. Il y a une femme nommée Sophie Lemaire en première page. Le même nom que toi. Ma mère a ri. Il doit y avoir des milliers de Sophie Lemaire. C'est un nom courant. La photo, pourtant. Oncle Jean a retourné son téléphone. C'était moi. Un portrait professionnel, celui pris pour l'entretien dans Forbes France il y a 3 mois. Je portais un tailleur de luxe de l'avenue Montaigne, celui qui coûtait plus cher que la table de salle à manger de mes parents. Le titre disait « La révolutionnaire discrète, comment Sophie Lemaire a bâti un empire de l'énergie verte de 11,2 milliards d'euros alors que l'industrie ne regardait pas ». La pièce est devenue silencieuse. La voix d'oncle Jean avait maintenant un ton tranchant. « Laisse-moi voir cela », a exigé mon père, tendant la main pour prendre le téléphone.
D'autres invités sortaient leur téléphone maintenant en tapant, cherchant. La lueur douce des écrans éclairait des visages confus autour de la table. « Oh mon Dieu !» a chuchoté Madame Marchand. C'est elle. Sophie Lemaire, directrice générale de Helios Énergie. Il est écrit qu'elle est l'une des principales dirigeantes du secteur des énergies renouvelables au monde. Cela ne peut pas être vrai, a dit ma mère, mais sa voix tremblait. Sophie travaille comme assistante de bureau. Elle planifie des réunions et classe des documents. Nicolas lisait sur son propre téléphone, son visage était pâle. A fondé Helios Énergie il y a 6 ans. A été pionnière dans une technologie photovoltaïque révolutionnaire. A obtenu près de 3 milliards d'euros de financement. Des partenariats avec 17 pays. La société est entrée en bourse l'année dernière avec une valorisation de 11 milliards 200 millions d'euros, le maire conservant 58% de la propriété. Il a levé les yeux vers moi, sa Rolex semblant soudainement très petite. Ceci dit que tu vaux presque 6 milliards 500 millions d'euros. 6 milliards 500 millions, la voix de mon père s'est brisée. Arthur Marchand avait également trouvé l'article. Il lisait à haute voix, son calme de niveau associé se fissurant. Madame le maire a révolutionné l'efficacité des panneaux solaires, rendant l'énergie renouvelable économiquement viable sur les marchés en développement. Son entreprise emploie plus de 8000 personnes sur 4 continents. Malgré son succès énorme, elle maintient un profil notoirement bas, accordant rarement des entretiens et refusant la plupart des apparitions publiques. Il y en a plus, a ajouté sa femme en faisant défiler l'écran. Il est écrit qu'elle est l'une des plus grandes donatrices philanthropiques pour la recherche sur le changement climatique. Des dons anonymes totalisant plus de 370 millions d'euros au cours des 3 seules dernières années. 370 millions, la voix de tante Claire était faible. J'ai posé la pile d'assiettes que je tenais. Madame Dubois lisait un autre article maintenant. Le magazine Time l'a nommée l'une des 100 personnes les plus influentes dans le domaine de la technologie. Forbes l'a classée 41e sur sa liste des femmes les plus puissantes du monde des affaires. La MIT Technology Review a qualifié ses innovations de progrès le plus significatif dans le domaine de l'énergie solaire depuis 2 décennies. Sophie, les mains de ma mère tremblaient. C'est une sorte d'erreur, n'est-ce pas? Une autre Sophie Lemaire qui te ressemble? L'article mentionne qu'elle a grandi à Paris, à l'oncle Jean. Le père est architecte. Le frère travaille dans la banque d'investissement. Elle m'a regardé. Ces détails correspondent. Nicolas faisait défiler frénétiquement. Jésus-Christ. Il y a une photo du sommet du G7. Elle se tient entre la chancelière allemande et le premier ministre japonais. Il a zoomé. Sophie, c'est toi. C'est définitivement toi. Peut-être, ai-je dit calmement. Nous devrions prendre le dessert. Le dessert, mon père a explosé. Tu es en train de me dire que tu es en première page des Échos, que tu vaux 6 milliards 500 millions d'euros, et tu veux parler de dessert? La tarte va refroidir. La tarte? Il avait l'air d'être sur le point de faire une attaque. Sophie, explique. Maintenant. J'ai plié la serviette que je tenais. Vous avez tous supposé que je travaillais comme assistante de bureau. Je n'ai jamais dit cela, en réalité. Vous m'avez demandé si je travaillais dans un bureau, et j'ai répondu que oui, je travaillais effectivement dans un bureau. Il se trouve que c'est le bureau de la directrice générale parce que je suis la directrice générale. Mais tu as dit que tu faisais du travail administratif. J'en fais énormément, en fait. Diriger une entreprise implique une quantité colossale d'administration, planification, coordination, organisation. C'est juste à une échelle un peu plus vaste que ce que vous imaginiez. Ma mère a émis un son semblable à un ballon qui se dégonfle. 6 ans. Tu diriges cette entreprise depuis 6 ans et tu ne nous l'as jamais dit. J'ai essayé de le faire. En fait, vous souvenez-vous de Noël il y a 4 ans? J'ai dit que j'avais lancé une entreprise d'énergie renouvelable. Papa a dit que cela semblait les mignon et a demandé si je vendais des panneaux solaires en faisant du porte-à-porte. Vous avez tous ri. J'ai décidé de ne pas donner plus de détails. Nicolas fixait toujours son téléphone comme s'il l'avait personnellement trahi. La valorisation de l'entreprise. Le cours de l'action. Ceci dit que tu es l'une des femmes autodidactes les plus riches de moins de 40 ans en Europe. Autodidacte, a repris Arthur, hébété. Elle n'a rien hérité.
Elle a bâti cela à partir de rien. Un petit emploi de bureau, Madame Marchand a cité les paroles précédentes de ma mère. L'ironie flottait dans l'air comme de la fumée. Il y a un entretien ici datant d'il y a 1 an. Tu as parlé de la façon dont le succès poussait les gens à te traiter différemment, alors tu as appris à rester discrète sur tes accomplissements. Il m'a regardé avec une nouvelle compréhension. Tu parlais de nous. En partie, ai-je reconnu. Pourquoi, la voix de mon père s'est brisée. Pourquoi nous cacherais-tu cela, à ta propre famille? Je ne l'ai pas caché, papa. J'ai simplement arrêté de corriger vos suppositions. Chaque fois que je venais à la maison, tu me présentais comme ta fille qui travaille dans un bureau en centre-ville. J'ai trouvé intéressant que vous ne demandiez jamais quel bureau, quel poste ou quelle entreprise. Vous avez simplement décidé que j'étais une assistante et vous ne l'avez jamais remis en question. Nous ne voulions pas. Vous pensiez chaque mot, ai-je dit doucement. Vous aviez pitié de moi. Vous tous. Pauvre Sophie, pas ambitieuse comme Nicolas. Pauvre Sophie, juste un rouage de bureau. Pauvre Sophie, au moins elle a un travail. J'ai regardé autour de la table. Il ne vous est jamais venu à l'esprit que je puisse réussir. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Le visage de tante Claire était rouge. Mais tu agissais comme tel. Tu as dressé la table. Tu as servi la nourriture. Tu as aidé ma mère à organiser un dîner. Oui. Je fais cela parce que je l'aime, pas parce que je suis incapable d'embaucher des traiteurs. Mon appartement terrasse à Paris fait 550 mètres carrés. J'ai un chef privé. J'ai simplement choisi de passer Noël à aider ma famille comme je l'ai toujours fait. Un appartement terrasse, a chuchoté ma mère. Tu m'as dit que tu avais un petit appartement. Nicolas avait l'air d'être sur le point d'être malade. La Tour First? Ces appartements terrasses commencent à 14 millions d'euros. Le mien a coûté 22 millions d'euros. J'ai fait une bonne affaire parce que je connaissais le promoteur. Nous sommes partenaires sur un projet de logement durable à Saint-Denis. 22 millions d'euros. Mon père s'est assis lourdement. Et tu es ici dans la cuisine de ta mère, à dresser les tables. La famille, c'est la famille, ai-je cité ses propres mots. N'est-ce pas ce que tu as dit? Arthur Marchand s'est levé brusquement. Sophie et Madame le maire, je vous demande pardon, mais je dois poser la question. Mon cabinet s'occupe de droit des affaires. Nous essayons de planifier une consultation avec Helios Énergie depuis des mois. Votre conseiller juridique général ne cesse de nous éconduire. Nous utilisons un autre cabinet pour la plupart des questions d'entreprise, mais s'il y a un moyen pour que nous puissions discuter. Arthur, sa femme a saisi son bras. Elle est au dîner de Noël. Un dîner de Noël où sa famille vient de passer 2 heures à la traiter comme la domestique, a-t-il répliqué. Je pense que les protocoles sociaux habituels sont quelque peu dépassés. Plus de téléphone vibrait maintenant. D'autres invités recevaient des notifications, trouvaient des articles et faisaient des liens. Le fils des Dubois lisait ma thèse de doctorat du MIT sur l'efficacité photovoltaïque. Madame Marchand avait trouvé une photo de moi lors d'une conférence sur les énergies renouvelables, prononçant le discours d'ouverture devant un public de 3000 personnes. Tu as un doctorat, a demandé ma mère faiblement. Du MIT. 2, en fait, en sciences des matériaux et en génie électrique. Je les ai passés simultanément. Quand? Comment? Les soirs et les week-ends, principalement, tout en bâtissant l'entreprise. Cela a pris 7 ans au lieu des 4 ou 5 habituels, mas j'ai fini. Nicolas avait trouvé la page des investisseurs de mon entreprise. Sequoia Capital, Andresen Horowitz, le fonds souverain de Norvège. Ce ne sont pas juste des investisseurs. Ce sont les plus grandes sociétés de capital risque au monde. Ils ont été très utiles lors de notre cycle de financement de série B. Votre série B était de 745 millions d'euros. Il m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. Notre technologie était très prometteuse. Les investisseurs ont vu du potentiel. Du potentiel, a répété François Morel. Il était resté silencieux jusqu'à présent, mais son visage était devenu soigneusement impassible. Sophie, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais il y a 3 ans, j'ai essayé de t'embaucher. Je t'ai proposé un poste d'analyste dans mon cabinet de conseil. Je me souviens avoir dit que ce serait une excellente opportunité pour quelqu'un ayant ton expérience limitée.
Je ne vais jamais m'en remettre, n'est-ce pas? Probablement pas. La pièce avait sombré dans le chaos. Les gens se pressaient autour des téléphones, lisaient des articles à haute voix et découvraient de nouveaux détails. Mon salaire, je n'avais pris que 185 000 € par an, réinvestissant tout le reste, mon conseil d'administration. 2 lauréats du prix Nobel et l'ancien ministre de l'économie, et les contrats de mon entreprise avec des gouvernements, des multinationales et des organisations non gouvernementales réparties sur 6 continents. Il y a toute une section sur sa philanthropie, a dit Madame Dubois. Elle a créé la Fondation Le Maire pour l'énergie propre. Elle offre des bourses d'études aux étudiants issus de familles à faible revenu qui étudient les technologies renouvelables. Combien, a demandé Claire. Elle a fait don de 465 millions d'euros à la Fondation. 465 millions d'euros pour aider les enfants des autres à faire des études. Ma mère a commencé à pleurer. Pas des larmes délicates, mais de gros sanglots saccadés. Nous t'avons obligé à dresser les tables. Nous t'avons présenté comme une assistante de bureau. Nous avons eu pitié de toi. C'est vrai, ai-je convenu. Mais je n'avais pas besoin de votre pitié. Jamais. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? La voix de Nicolas était presque suppliante. Pourquoi nous laisser penser? Penser quoi? Que vous étiez meilleur que moi. Plus prospère? Plus accompli? J'ai gardé une voix égale. Je voulais voir comment vous traitez quelqu'un que vous pensez être inférieur à vous. Il s'avère que ce n'est pas très bien. Ce n'est pas juste, a protesté mon père. N'est-ce pas, papa? Tu as porté un toast à ton succès professionnel et à la prime de Nicolas, puis tu as ajouté, même Sophie a conservé un emploi stable, comme si j'étais un cas social. Tu as littéralement divisé la famille en bénédictions, petites et grandes, en me plaçant fermement dans la catégorie des petites. Il n'a pas eu de réponse. Oncle Jean lisait toujours, secouant la tête. L'article dit que tu es extrêmement réservé. Tu as refusé des invitations à prendre la parole à Davos, au sommet sur le climat de l'Organisation des Nations Unies et à TED. Tu as refusé un portrait dans Vanity Fair. Pourquoi publier cet article des Échos maintenant? Je ne l'ai pas publié. Ils enquêtaient depuis 6 mois. Je ne pouvais pas les arrêter sans paraître suspecte, alors j'ai coopéré de manière minimale. Je savais que cela finirait par sortir. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Je ne m'attendais simplement pas à ce que cela tombe le jour de Noël. Cela va être partout, a dit Madame Marchand, faisant défiler ses fils de réseaux sociaux. C'est déjà une tendance. Les gens t'appellent la personne la plus prospère dont personne n'a jamais entendu parler. Formidable, ai-je dit d'un ton sec. Le téléphone d'Arthur a sonné. Il y a jeté un coup d'œil et ses yeux se sont agrandis. C'est mon associé principal. Il me demande si je suis vraiment en train de dîner avec Sophie Le Maire. Comment le sait-il déjà? Quelqu'un a probablement publié quelque chose à ce sujet, a dit sa femme, montrant son propre téléphone. Regarde, les gens partagent l'article des Échos avec des commentaires comme « Imaginez être sa famille et ne pas être au courant ». C'est viral. Nicolas a gémi. Nous allons devenir un mème, n'est-ce pas? La famille trop bête pour reconnaître une milliardaire à sa propre table de dîner. Probablement, ai-je confirmé. Ma mère a essuyé ses yeux. Sophie, chérie, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment réparer cela. Il n'y a rien à réparer, maman. Vous m'avez tous montré exactement qui vous êtes, des gens qui jugent le succès sur l'apparence, qui font des suppositions sur la valeur et qui n'ont jamais pensé à poser des questions plus profondes. J'ai appris quelque chose de précieux sur ma famille. Douloureux, mais précieux. Mais nous t'aimons. Vraiment? Ou aimiez-vous avoir quelqu'un envers qui vous pouviez vous sentir supérieur? J'ai posé la même question que je me posais depuis 6 ans. Sois honnête, maman. Quand tu me présentais comme juste une assistante de bureau, te sentais-tu embarrassée, ou aimais-tu d'une certaine manière être la mère de Nicolas plus que d'être la mienne? Son visage s'est décomposé, et cela a suffi comme réponse. La sonnette a retenti, brisant la tension. J'ai regardé ma montre. Juste à temps. Ce doit être Mathieu, mon assistant. Il apporte des documents que je dois examiner pour la réunion de demain. Le jour de Noël, a demandé mon père. Les entreprises de 11 milliards d'euros ne prennent pas de vacances, papa. Je me suis dirigé vers la porte, reconnaissante pour cet échappatoire.
Mathieu se tenait sur le porche, impeccable comme toujours dans un costume qui coûtait probablement plus cher que la Rolex de Nicolas. Il m'a tendu un porte-document en cuir élégant. Les contrats Tanaka, Madame le maire. Ils sont prêts pour votre signature. De plus, votre attachée de presse a appelé, elle reçoit 17 demandes d'entretien suite à l'article. Dites-lui non pour chacun d'entre eux. Même pour 60 minutes? Surtout pour 60 minutes. Il a souri légèrement. Très bien. Aurez-vous besoin de la voiture ce soir? Non, je reste au moins jusqu'au dessert. Ce serait impoli de partir tôt. Bien sûr. Il a hoché la tête et est parti, et je suis retourné dans la salle à manger où 24 personnes fixaient encore leur téléphone comme s'ils pouvaient trouver une réalité différente s'ils regardaient assez intensément. François Morel s'est levé à mon entrée. Sophie, je te dois des excuses. Je ne t'ai pas seulement proposé ce poste d'analyste, je t'ai dit qu'il serait bon d'avoir des objectifs de carrière réalistes. J'ai dit que tu devrais être reconnaissante pour les opportunités correspondant à ton haut niveau de compétence. Je m'en souviens également. Je suis un idiot. Vous avez fait des suppositions basées sur des informations incomplètes. La plupart des gens le font. C'est une façon généreuse de le dire. Arthur s'est approché ensuite. Mon cabinet serait honoré de discuter d'une représentation. Je sais que vous avez un conseiller actuel, mais si jamais vous cherchez un soutien supplémentaire. Je garderai cela à l'esprit, ai-je dit, sachant que je ne le ferai pas. Nicolas était le dernier, se déplaçant lentement, son assurance de tout à l'heure s'étant complètement évaporée. Sophie. Dieu, j'ai été un tel imbécile avec toi. Tous ces commentaires sur le travail de bureau et le personnel de soutien. Tu croyais que j'étais moins que toi, alors tu m'as traité de cette façon. Au moins, tu es cohérent. Je veux arranger les choses. Vraiment? Ou veux-tu avoir accès à mon réseau, à mes relations et à mon succès? J'ai penché la tête. Sois honnête, Nicolas. En ce moment, es-tu plus désolé de m'avoir blessé, ou désolé d'avoir raté l'occasion d'avoir une sœur milliardaire? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot n'est venu. C'est bien ce que je pensais. Ma mère est apparue avec la tarte aux pommes. Ma préférée, bien qu'elle ait probablement oublié que c'était pour cela qu'elle l'avait faite. Sophie, s'il te plaît, dis-nous comment réparer cela. Comment arranger les choses? Je ne sais pas si tu le peux, maman. Tu as passé des années à me faire me sentir invisible, sans valeur, inférieur. Tu ne peux pas effacer cela avec des excuses simplement parce que tu as découvert que je suis riche. Mais tu es notre fille. Alors vous auriez dû m'estimer quand vous pensiez que j'étais une assistante de bureau. Cette version de moi méritait également le respect. J'ai regardé autour de la pièce les visages que je connaissais depuis toujours. Famille, amis, collègues, ils me voyaient tous différemment maintenant, me traitaient différemment maintenant. La seule chose qui a changé, c'est votre perception. Je suis la même personne qu'il y a une heure. Non, a dit doucement oncle Jean. Tu ne le es pas. Il y a une heure, nous pensions te connaître. Maintenant, nous réalisons que nous ne t'avons jamais connu du tout. C'était, au moins, honnête. Mon téléphone a vibré, un message de ma directrice de l'exploitation concernant des problèmes de chaîne d'approvisionnement dans notre installation de Taïwan, un message de notre directeur de la technologie concernant une percée dans nos derniers tests d'efficacité. Un courriel du gouvernement allemand concernant l'élargissement de notre partenariat. Le monde continuait de tourner, l'entreprise continuait de fonctionner, et j'avais du travail à faire. Je devrais y aller, ai-je dit, sortant mon téléphone pour rappeler Mathieu. Je t'en prie, ne pars pas, a dit mon père. Reste pour le dessert. Laisse-nous. Laisse-nous essayer de comprendre. Comprendre quoi, papa? Que ta fille a réussi? Tu aurais déjà dû le supposer. Tu aurais dû croire en moi-même quand tu pensais que j'étais une assistante de bureau. Tu as raison. Tu as absolument raison. Mais s'il te plaît, donne-nous une chance de faire mieux. J'ai regardé la tarte sur la table, les assiettes soigneusement disposées, la famille réunie. 24 personnes qui avaient passé la soirée à me traiter comme une domestique, maintenant désespérées de réparer ce qu'elles avaient brisé. D'accord, ai-je dit finalement. Je vais rester pour le dessert. Mais après cela, je rentrerai chez moi.
Et quand je reviendrai pour la prochaine réunion, je m'attends à être traité avec le même respect que celui que vous me témoigneriez si j'étais effectivement une assistante de bureau. Parce que cette personne méritait également le respect. Bien sûr, a dit ma mère rapidement. Tout ce que tu voudras. Nous ferons mieux, a promis Nicolas. Nous le ferons, a répété mon père. Je ne les croyais pas. Pas vraiment. Mais je me suis rassise à ma place près de la porte de la cuisine et j'ai accepté une part de tarte alors que ma mère servait le dessert, ses mains tremblant encore. Le téléphone d'Arthur a sonné à nouveau. Il a regardé l'écran et a pâli. C'est l'un de mes confrères des Échos. Ils veulent un commentaire sur le fait de passer le dîner de Noël avec vous. Comment ont-ils même obtenu ce numéro? Ce sont des journalistes, ai-je dit. C'est leur travail. Que dois-je leur dire? Dis-leur que je suis en train de manger de la tarte avec ma famille. Pas d'autres commentaires. Il s'est éloigné pour s'occuper de l'appel, et j'ai pris une bouchée de tarte aux pommes. C'était parfait, de la cannelle et de la muscade, une croûte croustillante, juste la bonne dose de sucre. Certaines choses, au moins, n'avaient pas changé. Oncle Jean s'est assis à côté de moi, l'expression pensive. Tu sais ce que l'article disait. Il disait que tu es connu pour aider tes concurrents, partager tes recherches, collaborer sur des projets et élever l'ensemble du secteur des énergies renouvelables au lieu de simplement ton entreprise. Pourquoi? Parce que le changement climatique ne se soucie pas des parts de marché, ai-je répondu simplement. L'objectif n'est pas de gagner, c'est de sauver la planète. Si mes concurrents réussissent, nous réussissons tous. C'est remarquablement mature. C'est pragmatique. Mais merci. Il a secoué la tête lentement. Ils ont remarqué Nicolas, ai-je souligné. Nicolas a du succès. Tu es transformationnel. Il y a une différence. Autour de la table, les conversations reprenaient, mais différemment cette fois plus calmes, plus prudentes. Les gens continuaient de me jeter des coups d'œil comme si je pouvais disparaître ou me transformer en quelqu'un d'autre. D'une certaine manière, je m'étais transformé, mais pas de la façon dont ils le pensaient. J'avais toujours été cette personne, déterminée, accomplie, capable de bâtir quelque chose de significatif. Ils n'avaient simplement jamais pris la peine de le voir. À 21h, les invités partaient. Chaque départ incluait des excuses maladroites, des demandes de futures réunions et des promesses de rester en contact. Madame Marchand m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté, « J'ai toujours su que tu étais spécial. » Ce n'était pas vrai, mais je l'ai laissé le croire. Enfin, seule la famille est restée, mes parents, Nicolas, tante Claire et oncle Jean. Nous nous tenions dans le salon, les restes du dîner éparpillés autour de nous, le naufrage de leurs suppositions impossibles à ignorer. Que se passe-t-il maintenant? A demandé ma mère. Rien ne change, ai-je dit. Je retourne au travail. Vous retournez à vos vies. Nous avons des dîners de famille. Je vous aiderai encore à recevoir parfois si vous le souhaitez. Mais tout a changé, a protesté Nicolas. Seulement parce que tu le permets. J'ai toujours été cette personne. Tu ne pouvais simplement pas le voir. J'ai ramassé mon manteau. La question n'est pas de savoir ce qui se passe maintenant. C'est de savoir ce que vous ferez différemment quand vous ne pourrez pas voir le curriculum vie ou le compte bancaire de quelqu'un. Comment traiterez-vous la prochaine personne que vous supposerez être ordinaire? Personne n'a eu de réponse. Mathieu s'est arrêté devant la maison, les phares de la voiture perçant l'obscurité hivernale. J'ai serré ma mère dans mes bras, elle s'est agrippée à moi comme si je pouvais disparaître et j'ai fait un signe de tête aux autres. Joyeux Noël, ai-je dit. Joyeux Noël, Sophie, a répondu oncle Jean. Et félicitations pour tout. Tu méritais mieux de notre part. Oui, ai-je convenu. Effectivement. Alors que Mathieu me ramenait en ville, vers mon appartement terrasse avec ses fenêtres du sol au plafond et sa vue sur la baie, j'ai vérifié mon téléphone, 43 messages, 12 appels manqués. L'article des Échos avait été partagé plus de 50 000 fois. Mais le message qui m'a fait sourire provenait du docteur Tanaka, contrat signé. Heureux de ce partenariat. Votre secret est dévoilé. Toujours impatient de travailler avec vous. Certaines personnes, au moins, m'avaient estimé avant de connaître ma valeur nette. Les lumières de la ville s'étendaient devant nous comme une carte de circuit imprimée, chaque lumière étant une connexion, une possibilité, un morceau du futur que j'étais en train de bâtir.
Ma famille appellerait demain. Il s'excuserait à nouveau, promettrait de faire mieux, peut-être même serait-il sincère. Nous reconstruirions quelque chose, bien que cela ne soit plus jamais tout à fait ce que c'était. Mais c'était acceptable, car j'avais appris quelque chose qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de m'enseigner, je n'avais pas besoin de leur validation pour réussir. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance pour compter. Je n'avais pas besoin de leur respect pour me respecter moi-même. J'avais bâti un empire alors qu'ils pensaient que je classais des documents. Et cet empire changerait le monde, un panneau solaire à la fois, que ma famille le comprenne vraiment ou non. L'assistante de bureau avait toujours été la directrice générale. Ils avaient simplement regardé le mauvais organigramme.